Je me dédie ce livre à moi, enfant. L'adulte que je suis aujourd'hui doit faire la paix avec l'adulte que je n'étais pas encore au moment où, enfant, j'avais justement besoin d'être protégé par un adulte. Où donc étaient les adultes censés me protéger? Il m'a fallu plus de 40 ans pour reconnaître et employer le mot inceste, alors que les mots sont mon métier. Il m'a fallu plusieurs décennies pour que ma voix puisse porter clairement ce message, alors que ça fait longtemps que je réfléchis et que j'élabore au sujet des violences sexuelles, que ça fait presque 10 ans que j'ai incorporé ce sujet dans mon travail afin de m'y plonger encore plus profondément. À quoi pouvait donc bien me servir cette voix si ce n'était pour déployer l'entière et totale vérité? Pourquoi n'était-ce pas possible d'employer ce mot-là, inceste? Quasiment 10 années à travailler sur ma performance de masculinité, sur les différentes formes d'expression que celle-ci revêt et sur un grand nombre de sujets reliés à elle, dont mes propres représentations. Je suis convaincu d'une chose. Renverser complètement les rapports de domination serait possible en se focalisant sur une question simple. Il faudrait annuler l'idée rétrograde et reproductrice de l'érection hégémonique chez les hommes hétéro-cis. Il faudrait décentrer le monde et les rapports intimes. Il faudrait libérer nos espaces mentaux et nos corps de la supposée omnipotence de l'érectocentrisme. Je ne suis pas le premier à le dire, je ne le prétends pas. Je pourrais affirmer au mieux que je suis le premier rappeur à le dire de manière aussi claire et précise, mais il s'agit surtout de participer à cette percée dans la vieille armure poussiéreuse de l'homme hétéro-cisgenre. Cette réflexion-là n'occupe pas assez d'espace dans les cavités laissées disponibles par nos cerveaux en hyperstimulation constante. Alors qu'aujourd'hui, le sujet des masculinités occupe une large place dans l'univers des podcasts, au sein d'articles supposément de fond, etc., cette approche-là ressemble tellement à un exercice de déni général que cela en devient très préoccupant. Comme si presque personne n'était intéressé par l'idée d'intégrer dans ce grand groupe de dominants ceux qui se désintéressent de leurs érections, souhaiteraient ne pas la placer au centre de tout, ceux qui en ont peu ou ceux qui n'en ont pas. Il faut encore et toujours être élu pour appartenir à cette caste tellement à part. Cela est préoccupant parce que tout ce cirque autour de l'évitement de cette question que je trouve fondamentale semble indiquer que celles et ceux qui réfléchissent à ces thématiques auraient finalement trop à perdre si le monde se trouvait réellement renversé. Je tiens à préciser que je ne parle là que des hétéros peuplant le monde hétéronormatif, ce monde dont je fais partie. Aujourd'hui, la part la plus importante de la faible portion des hommes hétéro-cis qui abordent la question des rapports intimes sans pénétration ou qui fait mine d'oser remettre en cause la sacro-sainte puissance élévatrice de l'érection me donne encore trop souvent l'impression de ne le faire que pour la posture. Trop souvent, le sujet entend signifier à son auditoire qu'il a compris, qu'il est parvenu à se déplacer et que désormais il est un homme nouveau, déconstruit et généreux. Il n'a plus qu'une seule chose en tête, partager son savoir avec ses congénères. Et si cela peut occasionner de nouvelles postures de domination et de pouvoir, tant pis. On rangera ça dans la catégorie « le risque zéro n'existe pas ». Et le monde continuera de tourner de travers. L'homme hétéro-cis est capable de toutes les pirouettes. Il peut faire croire qu'il modifie son comportement en profondeur tout en capitalisant sur ce prétendu changement pour créer un business tout aussi rentable, voire plus, que l'expression crasse de sa domination.
À première vue, cela n'a rien à voir, mais ça me rappelle la façon dont les propriétaires d'esclaves ont été indemnisés au moment de l'abolition. Un petit scandale qui, en réalité, est le socle fondateur de la société française moderne. Si on naît, grandit, croît, se déploie dans une société qui indemnise largement celles et ceux qui, finalement, ne sont rien de moins que des contrevenants au contrat basique qui est censé régir les comportements interhumains, à quel moment et sous quelle forme peuvent éclore des mécanismes susceptibles d'annihiler cette écrasante et violente domination. Mettons un coup de pied dans la fourmilière pour mettre à mal les mécanismes de domination prégnants dans toutes les cavités de nos sociétés censément modernes. Il faudrait parvenir à désaxer ensemble nos points de focale, ensemble, parce que j'écris et vous me lisez. Ensemble. 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 Parce que j'écris et vous me lisez. Je fouille mon ventre, je triture mon organisme, j'en extrais une mixture que je vous donne à goûter. Et ensuite, c'est ensemble que nous fabriquons quelque chose. Ce on ne sait quoi pour le moment, qui pourrait tenir, résister, survivre à ce que nous essayons de mettre en lumière. Nous mettons en œuvre un projet qui n'a qu'un seul but, nous renverser nous-mêmes. Alors allons-y. Tentons le grand renversement, tentons de gonfler les rangs de celles et ceux qui s'autorisent à rêver d'un monde qui se réinterroge sans craindre la réorganisation complète de son ordre établi. Exercice de réflexion. Accepter l'idée selon laquelle 100% des femmes ont déjà subi ou vont subir un viol ou une agression sexuelle au cours de leur vie. Déglutir lentement, avec précaution. Accepter cette idée. Accepter cette réalité. La laisser passer dans notre estomac, nos intestins, et comprendre à mesure que les sucs gastriques se mettent en ordre de marche que nous ne parviendrons jamais à digérer cette idée. Alors à quoi bon? Sur les 100 premières personnes qui lisent ces lignes, imaginons que 5 d'entre vous décident d'arrêter là cette lecture pénible pour le moment. Sur les 5, disons que 3 n'y reviendront jamais et vont reprendre leur vie là où elle s'était arrêtée. Avec les 95 autres, continuons. Autre exercice de réflexion. Partir du point de vue selon lequel un certain nombre d'hommes hétéro-cis, beaucoup, plus qu'on ne le pense, ont déjà subi, à minima, une agression sexuelle ou un viol. Partir de ce point de vue, souligner les blessures et les séquelles que cela pourrait occasionner et, dans le même mouvement, avouer que, par rebond, la question du consentement est une question qui soulève plus de chaos que de réponses à tous les étages. Partir de ce point de vue, tenter la plongée en eau trouble, c'est mettre les mains dans le cambouis et décider de relever le défi qui se pose à nous aujourd'hui. Peut-être que nous risquons ici aussi de perdre quelques lecteurs, lectrices, mais le risque zéro n'existe pas. Avant d'aller plus loin, de tenter de creuser un peu plus profond, je tiens à préciser que je vais m'attacher à appliquer une règle que je trouve fondamentale. Établir d'où je m'adresse à vous. Je parle de ma condition d'homme noir hétéro-cis, je parle de l'endroit que j'identifie comme le mien. J'ai toujours eu des érections. Si j'osais, je dirais que celles-ci ne m'ont jamais déçu. En vérité, une des pistes que j'ai dû remonter pour accéder à la source de certains de mes questionnements était précisément celle-ci. Pourquoi et comment expliquer
que j'ai eu autant d'érections. Honnêtement, si 70% d'entre elles ne s'étaient pas produites, cet ouvrage n'aurait pas eu lieu d'exister. Je parle de ma condition d'homme noir, hétéro, cis. Je me sens homme. Je suis doté des attributs qui sont identifiés comme étant ceux des hommes. Et jusqu'ici, même si cela est encombrant, je me reconnais dans cette forme d'identification. Dans ce que nous allons mettre en lumière durant ces quelques pages, il va manquer une dimension importante. Il me semble difficile de déployer toutes les formes de l'exercice des dominations dans un seul et même mouvement sans parler des stigmates graves laissés par la traite des esclaves. Cependant, je vais m'attacher à me focaliser sur la construction de ma masculinité en dehors des stigmates racistes véhiculés par notre société. Ce travail est à prendre comme un exercice de style. Le facteur racial est sans aucun doute un facteur à prendre en compte, mais dans un premier temps, et ce, afin d'ouvrir le sujet, j'ai volontairement choisi de partir de l'angle le plus large possible. Je m'adresse à vous en tant qu'homme hétéro-cisgenre. Ça me semble pas mal comme base de travail. Entre l'époque où je vis ce que j'identifie comme étant mes premières expériences sexuelles et le moment où je réalise que c'était des viols répétés, il s'écoule presque 20 années. 20 années pour comprendre qu'une personne adulte qui sexualise un enfant, qui se dénude devant lui, qui l'excite, qui s'organise pour que l'enfant se masturbe sur elle, feuilletant des magazines pornographiques avec lui, au lit, dénudé, tout cela. Oui. Il m'a fallu presque 20 ans pour admettre, comprendre que c'était des viols. Pourtant, et c'est ce qui me frappe le plus, durant ces 20 années, je n'ai pas l'impression de vivre enveloppé de déni. Je suis artiste. J'écris et réfléchis beaucoup. L'introspection est une seconde nature. J'ai l'impression de ne rien craindre de ce qui peut rester endormi à l'intérieur. Tout fait sujet. J'affronte ce qui remonte. J'allais déchanter. Quand on est un garçon, très jeune, on nous apprend, on nous dit, on nous transmet, on nous initie, on nous habitue à la rumeur populaire. Les garçons ne pensent qu'à ça. Même si aujourd'hui, certains discours tentent de mettre à mal cette représentation incrustée dans les esprits de tous, celle-ci biaise notre regard sur un tas de données qui, analysées différemment, nous permettraient d'entrevoir des aspects beaucoup plus complexes du développement de la sexualité chez le garçon. Comment est-ce que ça commence ? Quels sont les signes de ce changement de focale ? Comment le garçon passe-t-il de frêle garçonnet à la bouille mignonne à féroce adolescent surfant sur les sites pour adultes, comme si les adultes étaient réellement équipés pour affronter les sites au contenu pornographique. Personnellement,
J'ai toujours été sceptique quant à la légende qui énonçait que nous avions ça dans le sang, que c'était plus fort que nous et que personne ne pouvait rien y faire. Alors c'était ainsi. Nous serions catalogués en tant que déviants sexuels, n'ayant que le fantasme du sexe débridé dans nos cervelles, déjà partiellement massacrés par nos enfances abîmées. Je suis sceptique. Alors, je fais ce que je fais le plus souvent. Je me pose, je me place à quelques mètres au-dessus de moi afin de ne rien rater de ce qui se joue. J'ouvre mes entrailles, je fouille et j'essaie d'analyser, et pourquoi pas, de comprendre. Mes souvenirs, en dehors du déni et des trous de mémoire, m'emmènent tout d'abord dans l'enfance. J'ai 6 ans, pas plus. Chez moi, nous vivons avec mon frère, qui a 1 an et demi de moins que moi, et ma mère. À cette époque, nous hébergeons une tante, la plus jeune sœur de ma mère. C'est un peu flou, mais je dirais qu'elle a une petite vingtaine d'années. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est majeure. Elle passe régulièrement devant moi, totalement dénudée, en sortant de la douche ou en se préparant à sortir. Précision importante. Là où nous vivons, il n'y a que 2 chambres. De fait, ma tante dort dans la même chambre que mon frère et moi. J'ai 6 ans, donc. 6 ans? Oui, je crois. Un jour, alors qu'elle est nue dans la chambre, je ne sais plus trop comment ça démarre, les souvenirs ne me donnent pas accès à ces détails-là, elle m'agresse sexuellement. Ces agressions vont durer tout le temps qu'elle restera hébergée chez nous. Selon les périodes, cela se produit plus ou moins souvent. Quand elle a un petit copain, les agressions sont moins régulières. Rapidement, se fabrique ce que j'appellerais une forme d'addiction à ces moments. J'ai l'impression que je prends du plaisir à être son jouet sexuel. Six ans. 6 ans. J'étais comment à l'âge de 6 ans? Comment était ma vie à cet âge-là? Comment étaient mes nuits quand j'avais 6 ans? Eh, petit frère, tu te souviens de nos nuits? Tu te souviens de nos nuits? Nos nuits d'enfants perdus dans les abîmes, enfants perdus et déboussolés, par la peur démembrée, enfants malheur que la noire nuit vient éventrer. Nuit noire, dévorante et vorace, ténèbres indomptables qui frappent, et nos têtes et nos poitrails. Tu te souviens de nos dents serrées, de nos corps calfeutrés, de nos cris étouffés? Tu te souviens de cette angoisse rampante? Tu te souviens? Tu te souviens, oui, et tu me parles. Tu te souviens et tu me contes notre enfance. Cette enfance de heurts, de fêlures, de silence de jour, de blessures de nuit, et nous,
Et nous nous souvenons de l'ogresse, l'ogresse déguisée en mère, qui surgit dans la brume, brume épaisse de notre étroite pièce, chambrette de misère. De cette ogresse à la peau dure comme la pierre, aux mains froides comme l'éther. Winter is coming, et la pièce s'emplit de givre. Et la mort dans nos pénombres s'invite. Ce qui remplit l'ogresse de rage et de colère destructrice, c'est l'enfant qui ne sait pas se contenir, ce sont les draps et les matelas souillés de pisse. Ce qui remplit l'ogresse de rage et de colère destructrice, c'est quand ses fils se relâchent et s'oublient. Fils de vide, fils de mort, fils de douleur, fils d'ogresse. L'ogresse agresse. Chaque nuit, attrape l'un et l'autre par le sexe. Qu'il soit tendu parce que la vessie est pleine et que l'urine arrive, ou qu'il soit pendant parce que la vessie est presque pleine et que l'urine arrivera à l'ogresse. Chaque nuit, attrape l'un et l'autre de ses fils par le sexe. Que ton sexe soit debout ou en sommeil, rien ne change, elle t'attrape par le sexe. La pisse finit toujours par arriver. L'ogresse en connaît un rayon, l'ogresse. Et ça tire, et ça lance, et ça fait mal. Qu'est-ce qui se passe? Maman, c'est toi? Mais pourquoi ta main est-elle si froide? Quel est ce givre qui recouvre notre chambre? Et ça tire, et ça lance, et ça fait mal. Je peux te dire que, même si tu dors à moitié, ton cerveau sait que, là, à ce moment précis, une fois que l'ogresse t'a tiré par la queue jusqu'aux toilettes, tu n'as pas d'autre choix. Tu pisses. Tu pisses. Et tu pisses. Et tu pisses pour qu'elle te lâche enfin. Tu pisses pour que ça ne tire plus. Tu pisses pour que ça ne tire plus. Tu pisses pour que ça ne tire plus. Ne lance plus. Tu pisses pour que ça ne tire plus. Ne lance plus. Ne fasse plus mal. Tu pisses pour retrouver un peu de liberté. Tu pisses pour retourner te coucher. Toutes les nuits, l'ogresse attrape ses fils par le sexe pour être absolument certaine qu'ils ne mouillent pas leurs draps chaque nuit. Moi, j'ai eu de la chance, si on peut dire. J'ai arrêté assez vite. J'ai eu de la chance, je suis parvenu assez rapidement à me lever tout seul pour aller aux toilettes. Stratégie de survie, oui, survie. Il est rare, très rare, qu'un enfant arrête de mouiller ses draps dans un tel climat de violence. Ça va à l'encontre des réactions typiques de l'enfant, confronté à des situations d'hyperstress. Comment je m'y prends pour ne plus mouiller mes draps au milieu de ce champ de bataille? C'est tout simple en fait. J'arrête de respirer. Mon cerveau, pour sauver ma peau, actionne une mécanique de sécurité qui me réveille pour aller uriner hors de mon lit. Sauf qu'au début, il y a quelques ratés. Si l'ogresse te voit progresser, si elle te voit arrêter de mouiller tes draps, elle relâche progressivement son étreinte morbide autour de ton sexe. Mais si tu rechutes, elle va s'en vouloir d'avoir arrêté de te tirer, de te lancer, de te faire mal. En changeant tes draps trempés d'urine, elle va se gonfler d'une colère, mêlée à une rancœur tellement destructrice qu'elle va avoir l'impression que si elle ne te fait pas assez mal, elle va en crever. Aujourd'hui, je suis convaincu qu'elle avait peur de mourir de colère si elle ne me faisait pas assez mal, jusqu'à endommager ma peau sous mes os, mes organes sous mes muscles. Elle m'a fait mal partout. Je ressens encore aujourd'hui les répliques de ces séismes dans chaque recoin de ma personnalité. Alors, une fois que tu subis la torture à nouveau, parce que tu t'es mouillé à nouveau, la torture en réalité augmentée,
Une petite voix souffreteuse chuchote au fond de toi que tu ne vas pas tarder à abandonner et à t'éteindre si ça ne s'arrête pas. Alors ton cerveau, sans qu'on puisse vraiment comprendre pourquoi, il va tenir à tout prix à te maintenir en vie. Il va apporter quelques modifications dans tes réglages. Il y a plus simple que d'essayer de te réveiller en pleine nuit, d'autant que ce n'est pas fiable à 100%. Il faut juste faire en sorte que tu ne dormes plus profondément. Plus du tout. Plus jamais. C'est tout. C'est tout. Je viens de comprendre la confusion entre mes 6 ans et mes 9 ans. Je m'en mêle les pinceaux parce que je mélange 2 types d'agressions sexuelles. Là, après avoir relu ce texte, c'est clair pour la première fois. J'ai toujours pensé que si ma tante a pu entrer par effraction dans mon intimité, c'est que la porte avait déjà été fracturée avant. Seulement, j'avais du mal à me souvenir d'agressions sexuelles avant cet âge. Pourquoi ? Parce qu'une mère qui tire sur le sexe de son garçon en pleine nuit, ce n'est pas vraiment une agression sexuelle. Et ça arrange bien tout le monde. Je résume à présent. Ma mère m'a agressé sexuellement à 6 ans. Ma tante m'agresse sexuellement et me viole à 9 ans. Double inceste. C'est enfin clair. Je savais qu'en relisant les textes écrits avant, qu'en essayant de reconstruire ce puzzle, quelque chose apparaîtrait. Ça fonctionne. Nous allons pouvoir poursuivre.
J'ai évolué dans ce que j'ai nommé ma sexualité pendant les 3/4 de ma vie, alors qu'en réalité, je parcourais péniblement les méandres de mes traumatismes de l'enfance. Je n'ai jamais eu l'occasion d'apprendre ce que c'était que l'intimité choisie, mon consentement. On ne m'a jamais rien expliqué. Aujourd'hui, j'observe avec mes yeux d'adulte et parfois je sens que l'enfant s'immisce. La façon dont ces sujets sont abordés dans les médias, sur les réseaux. Il n'y a jamais eu autant de spécialistes autoproclamés, c'est édifiant. Seulement, trop peu de gens, à mon sens, s'estiment experts ou se donnent les moyens d'analyser leur propre parcours traumatique. C'est dommageable, parce que je pense que toute démarche préalable à ce type de questionnement doit permettre de regarder, de lire, d'apprendre à partir des blessures subies durant le voyage. Parce qu'une fois qu'on met en lumière ce que jusque-là on ne parvenait pas à identifier pour soi, on attrape le vertige. Un vertige lié à nos difficultés à appréhender ce qu'on ne pouvait identifier. Ce que je ne parviens pas à identifier pour moi-même, puis-je le déceler pour quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que cette incapacité? Qu'est-ce que cette incapacité dit de moi? Qu'est-ce que cette incapacité fait de moi? Un harceleur qui ne sait pas à qui il harcèle? Un agresseur qui ne sait pas à qui il agresse? Ces dernières années, j'ai mis beaucoup d'énergie, passé beaucoup de temps à interroger mes agissements passés et présents également. Qu'est-ce que je n'ai pas vu alors que je participais activement à la mise à mal de ce que j'identifiais alors comme ma sexualité? Je ne me savais pas autant abîmé alors. Je ne pouvais concevoir qu'il était possible que j'abîme quelqu'un dans l'exercice de mon intimité. Ça m'était impossible de l'imaginer tant j'essayais de traiter l'autre mieux que moi. Ouais, mieux. Toutes ces fois où j'ai fait le choix de ne pas interroger mon consentement propre, ou toutes ces fois où je savais que je ne voulais pas avoir de rapport sexuel, que j'ai tout de même consenti à avoir. Qu'est-ce que je fais de tout ça? Qu'est-ce que j'ai fait de moi? Quand, en tant qu'homme hétéro cisgenre, je décide d'accorder une place centrale à mon hypersexualisation dans mes rapports aux femmes, je m'abîme davantage, même si je suis convaincu que j'ai le contrôle. Même si la société dans laquelle j'évolue glorifie et encourage ce type de comportement. Il est évident, logique, qu'en m'abîmant autant, j'abîme également sur mon passage. C'est évident. Je jette ici les bases d'une réflexion qui s'octroie le luxe de mettre de côté la question raciale, la question du corps noir. Comme je le disais, selon moi, c'est un exercice de style nécessaire pour poser les bases d'un sujet qui devrait nous occuper encore quelque temps. Il va falloir y revenir et nous le ferons ultérieurement. Je l'ai déjà dit, écrit et je le dis à nouveau. Il est très difficilement concevable qu'un être humain, quel qu'il soit assuré d'avoir eu un taux de 100% de rapport avec consentement éclairé de ses partenaires. Parce que la peur de parler, parce que l'alcool, parce que la dépression, parce que la fragilité, parce que l'insécurité, parce que la méconnaissance de soi, parce que les difficultés d'accéder à ses véritables désirs dans une société saturée d'injonctions contradictoires, parce que la domination masculine, parce que la violence chez les gays, parce que la violence des femmes qui reste taboue, parce que l'incompréhension autour des érections, parce que la sexualité est trop souvent un enjeu de pouvoir, parce que le patriarcat détruit tout, parce que les masculinistes, parce que les coachs en séduction, parce que trop de sexologues parlent de sexualité comme de soins hygiéniques, et surtout parce que, dans une société qui refuse de se voir comme une fabrique à victimes d'agression, la plupart des gens se considèrent aptes à avoir des relations sexuelles alors qu'il faudrait absolument se poser et se regarder en face, bien en face, descendre profond, bien profond.
plus j'avance sur le chemin qui m'aide à désapprendre, plus je vois la personne que j'étais, plus je vois ce que j'ai pu fabriquer pour vivre ou survivre, ou comme j'aime à le dire, sous-vivre. Plus j'avance sur ce chemin, plus je constate à quel point j'aurais pu me perdre définitivement. Mon corps, le mien, m'appartient-il vraiment? M'a-t-il jamais appartenu? Qu'ai-je fait pendant toutes ces années? Qu'ai-je fait de toutes les douleurs qu'il renfermait? Mon corps, comment ai-je appris à le mettre en jeu, à le mettre en scène, malgré les traces qu'il a toujours portées en lui et sur lui? Pourquoi ai-je longtemps cru que je était différent de mon corps et ma tête et mon esprit? Quel est ce chaos d'où je me réveille, la langue lourde et la bouche pâteuse? Depuis plusieurs années, maintenant, je parle, j'échange, je me forme, j'analyse, je compare des parcours qui à première vue n'ont rien en commun. Je cofabrique une espèce d'expertise. Je cofabrique parce que l'un des sujets ici, c'est l'altérité. La place qu'elle occupe dans mon existence, la façon dont elle opère, les mécanismes intégrés ou non qui la régissent, mon rapport à elle. L'altérité est le sujet. L'altérité altérée. Depuis un certain moment, je me suis retiré d'une certaine forme de visibilité. Je dirais même que j'ai presque été tenté de disparaître complètement, de m'effacer, médiatiquement je veux dire. En interrogeant ce paradoxe, j'ai découvert des cavités suspectes dans les parties sombres des tunnels de mon parcours, des zones silencieuses, encore. Je suis un homme dans une société ultra-violente, à l'endroit des femmes, et j'ai décidé d'interroger mon rapport de violence. En interrogeant mon rapport à celle-ci. Ce faisant, j'ai réalisé que la violence qui s'est abattue sur moi enfant était l'œuvre de femmes. Les violences sexuelles ne s'arrêtent pas au seuil des possédants, au seuil des portes des possédants les plus aisés. Elles frappent à l'aveugle partout où elles peuvent faire leur lit et prospérer. Elles se nourrissent des plus faibles, des plus isolés et surtout des silences qui chaque jour viennent renforcer leur défense immunitaire. Si j'ai choisi de ne pas me taire, ce n'est pas simplement pour protéger mes enfants, leurs enfants, nos enfants. Cela va beaucoup plus loin que ça, c'est beaucoup plus vaste qu'une histoire de filiation et de famille. Les filiations et les familles n'empêchent pas les agressions. Elles n'empêchent ni les violences ni les silences. Pas seulement pour mes enfants, nos enfants, leurs enfants, mais leurs, nos, leurs, mais. Ces adjectifs possessifs mal nommés sont en réalité des adjectifs responsabilisants. Mais, leurs, nos,
mes préoccupations, leurs droits, nos responsabilités. Les dates sont parfois floues. Je regarde sur mon smartphone. Note vocale. J'avais enregistré cette conversation pour ne jamais l'oublier. Septembre 2018. Ce jour-là, je décide de rendre visite à ma mère pour la dernière fois. Je n'y arrive plus. Je ne me souviens pas d'avoir un jour apprécié sa simple présence. Sa voix m'insupporte. Les souvenirs violents m'épuisent et je muse à tenter de me penser au quotidien avec ma tortionnaire dans le périmètre. C'est à cette conclusion que je suis arrivé. Je dois couper les ponts avec cette femme, ma mère. Je dois couper les ponts pour aller mieux, continuer de me soigner, de me reconstruire. Couper. Agir sur soi comme on incise une plaie pour la purger du sang malade et que l'organisme puisse se régénérer et entamer une guérison en profondeur. On nous dit pourtant que rien ne peut défaire ce lien sacré et éternel entre la mère et son enfant. On le dit tellement qu'il m'aura fallu 45 ans pour m'aligner avec moi-même et quitter cette réalité putréfiée. S'il en va de ta survie, n'écoute pas les on-dit. Coupe. Maman, je suis venu te dire qu'on ne va plus se voir. J'y arrive plus. Être en ta présence me blesse. J'ai l'impression que la douleur ne partira jamais et j'ai besoin d'aller mieux. Pour moi, mes enfants, les gens que j'aime, je dois te dire qu'on ne se reverra pas. Automatiquement, remonte en moi un sentiment étrange de déjà-vu. Est-ce que j'ai déjà vécu cette scène? Non, je sais que non, je m'en souviendrai. À moins que... Oui. Février 2007. Ma mère et moi avions vécu un moment hors du temps. Je suis là, chez elle. Nous sommes en début de soirée et j'ai une chose importante à lui dire. Février 2007. 2h30 plus tôt, je sors de chez mon tatoueur de l'époque
On vient de terminer la pièce la plus considérable de l'importante armure d'encre qui recouvre une partie de ma peau. Cette pièce-là est un dessin représentant une large entaille. Elle est localisée dans mon dos. Elle recouvre la moitié de celui-ci sur tout mon côté droit. Cette entaille, dessinée sur ma peau, laisse voir l'intérieur de mon être fait de branchages et de matière végétale. Mes multiples tatous sont l'assemblage d'un acte de réparation physique et psychique. Je récupère ma peau, mon corps, mon histoire. Ce dernier tatouage a été particulièrement douloureux. Ce que j'ai enduré pendant les sessions a été innommable. J'en ai vraiment bavé. L'aiguille et l'encre frappaient, passaient et repassaient directement sur certaines de mes cicatrices. Entrelacs de traces sur l'épiderme, encre et chair, amalgame entre marques laissées par le tatoueur et celles imposées par ma mère. Ah, ça a été un moment difficile. J'étais convaincu qu'à la fin de la séance, je me sentirais mieux, comme après chaque nouveau dessin. Mais, à ma grande surprise, là, non. Rien d'autre que de la douleur. Le moment où le tatoueur trace et remplit le dessin d'encre sur ma peau n'a jamais vraiment été un moment agréable pour moi. Ça a toujours été gérable. Et le soulagement ensuite. La valorisation de la démarche, la récupération lente et appliquée de mon corps physique a toujours été au niveau de mes attentes, voire au-delà. Se penser, créer et vivre son rituel. Mais ce jour-là, dans le train qui me ramène à Bobigny, alors que généralement la douleur s'estompe rapidement, je souffre le martyre pendant toute l'heure 45 de trajet. Je décide alors d'aller chez ma mère pour tenter un ultime acte censé apaiser cette sensation de brûlure qui ne veut plus se taire. J'arrive chez elle. Il est près de 22 heures. Je lui raconte tout au sujet de mes nombreux tatouages. La façon dont j'essaye de récupérer ce corps qu'elle a meurtri de ses mains. L'importance de tenter au quotidien de lui accorder mon pardon parce que cette colère-là me consume de l'intérieur et que je pense qu'elle peut m'anéantir et détruire celles et ceux que j'aime. Je lui parle d'une façon calme et posée. Je suis en paix et je raconte en détail ce processus de réparation à l'œuvre en soulignant combien il me coûte. Février 2007. Le moment est hors de tout quand je lui demande de mettre de la pommade sur cette blessure remplie d'encre. Je lui demande car, dans les heures et les jours qui suivent la naissance d'un nouveau tatouage, on le pense, avec de la pommade cicatrisante. Ça faisait longtemps, très longtemps, qu'elle n'avait plus touché mon corps. Je lui ai demandé de poser ses mains sur mon dos, mais cette fois-ci pour m'apaiser, m'aider à guérir. S'en est suivi un moment unique où, pour la première fois, ses mains n'étaient plus là pour porter des coups, mais pour soigner, aider à ce que la brûlure diminue. J'ai pleuré des larmes centenaires qui étaient restées emprisonnées dans ma gorge depuis mon enfance ce soir-là. J'ai eu la véritable sensation que cet acte-là nous avait sauvés tous les deux. Alors pourquoi ? Alors pourquoi, 11 ans plus tard, je me retrouve à lui dire que je n'en peux plus, qu'elle ne peut plus être dans ma vie? Pourquoi ai-je dû lui dire qu'on ne pouvait plus se voir? Un début de réponse arrive dès sa première réplique. Mais je ne t'ai jamais rien fait, moi. Sombre pourriture. Sombre pourriture. Que répondre à cet ignoble crachat en plein visage? Comment réagir face à une aussi violente négation de sa propre personne, de son histoire, de ce qui constitue son identité profonde? Ma colère est montée en une seconde et j'ai déballé dans une litanie gutturale tout ce que mes dossiers contenaient à l'époque. Les violences physiques répétées dans le bain à main nue, les simulations de noyade, les coups de ceinture, de câbles électriques, la façon dont j'étais forcé de lui frotter le dos dans son bain et l'impossible verbalisation de ce mélange de dégoût et de terreur durant ces moments. Et les négligences et l'omniprésence de cette violence qui nous éclatait en pleine face dès qu'on bougeait de notre chaise. Et sa sœur, ma tante, avec une rage difficilement contenue, compressée dans le nerf tendu de ma mâchoire, je lâche le morceau. Je lui jette au visage ce que sa sœur m'a fait endurer et comment elle, ma mère, a été incapable de me protéger. Son visage grimace. Elle ne comprend pas ou fait mine de ne pas. Pourtant, les phrases sont claires et le mot est lâché. Viol. Je continue de lui déballer ce qui la concerne. Les souvenirs des coups,
les pièges tendus, les guet-apens et les sanctions physiques. Oui, oui, bien sûr, elle ne m'avait jamais rien fait. Mais je croyais que tu m'avais pardonné. Tout était là. Mais je croyais que tu m'avais pardonné. Tout était là sous mes yeux, offert à mon cerveau en surchauffe. Oui, c'était bien à cet endroit que cela se jouait. Si moi je te pardonne, alors qu'au fond de toi, tu sais que tu ne m'as rien fait, qu'est-ce que ça fait de moi et mes blessures? Qu'est-ce que ça fait de l'existence qu'est la mienne? Qu'est-ce que ça fait de nous, de notre supposée relation? Rien. Absolument rien. Je t'explose en pleine figure, c'est tout. Et elle est là, les yeux hagards, et elle dit cette phrase désormais emblématique pour moi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Comprendre comment un enfant peut se rappeler de tout ça. Énorme, magique, inattendu, terrifiant. Quand le déni est là, c'est une énorme tâche que de le déloger. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Aujourd'hui, je peux te répondre. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça, ce sont les souvenirs affreux qui jamais ne s'éteignent. Ça, c'est ce qu'on appelle la mémoire traumatique. Ça, c'est ce qui me pèse sans faire de bruit depuis que je suis en capacité d'ouvrir les yeux. Ça, c'est l'accumulation des violences qui empêchent le repos, étouffe les tentatives d'apaisement, rogne sur le bonheur. Ça, c'est ce que je vais continuer de déjouer chaque jour qui passe parce que c'est ma trajectoire, la mienne, et pas la tienne. Ça, c'est ce ça de mon ça à moi. Ce ça caché dans je suis un garçon et je ne pense qu'à ça. Ça, c'est petit Tarzan, l'enfant hématome, tous les enfants qui séjournent à l'intérieur de moi, qui ont besoin de se sentir enfin en sécurité. Mon ça, c'est mon fardeau, mon sac à dos, ma marque sur le front, mon cri sourd à l'intérieur, ma cicatrice de 2 mètres sur le corps, mon tatouage de 4 mètres déployé sur ma peau. Je mesure 6 mètres. 6 mètres qui se tenaient debout devant toi et qui te crachaient à la gueule cette vérité du moment. Cette vérité authentiquement précieuse, mais tellement, tellement, tellement éloignée de ce que j'avais enduré dans l'enfance. La vérité, c'est que tu t'en es bien sorti. En 2018, mon ça ne m'avait pas révélé les violences sexuelles que tu m'avais fait subir. Alors, reste loin, je vis mieux sans toi. Je vis sans toi parce que je vis avec moi. Et qu'il n'y a pas de place pour nous deux dans la vie que j'ai choisi de vivre. Et ça n'ira pas mieux puisque depuis toutes ces années, malgré toutes mes tentatives, tu restais convaincu que tu ne m'avais jamais rien fait. Ton déni ne peut pas être le mien. Mon projet est tout autre. La paix n'a jamais été aussi proche parce que j'ai charbonné dur et aussi parce que je t'ai mise à distance. L'adulte que je suis aujourd'hui n'en veut plus à l'adulte que je n'étais pas encore au moment où, enfant, j'avais besoin d'être protégé. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est ma honte. C'est le bruit qui a régné à toute heure dans la bande originale de mon existence. Ça, c'est ma honte. Et elle prend fin avec cette dernière ligne. Enfin.
avec ses compagnons. Au sein d'une société qui tente enfin de regarder en face, qui tente enfin de se regarder en face, à l'endroit des violences sexuelles subies par les femmes. Celui qui est convaincu que 100% de ses partenaires sexuels ont été consentantes, que dit-il réellement? Si on part du principe qu'il n'est ni manipulateur, ni malveillant, et qu'il est complètement honnête avec ses ressentis, que nous dit-il en vérité? Il nous dit, en réalité, qu'il ne connaît rien du consentement. Il nous dit qu'il ne sait pas l'appréhender, il ne sait pas le lire, ni l'interroger, il ne sait rien. S'il avait accès à la complexité de ce sujet, il ne serait pas si sûr de lui. Voilà ce que trahit sa posture. Alors reprenons depuis le début. Merci à vous.